Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 mai 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Ravi d'être avec toi, Nima. On a beaucoup de choses à aborder. Oui, exactement. Je veux commencer par ce qui s'est passé en Israël, avec l'affaire de ces personnes qui essayaient d'aider les Gazaouis, le peuple palestinien, et qui ont été arrêtés par les Israéliens. On a vu une vidéo choquante. Et qui a publié cette vidéo? Ben Gvir. C'est Ben Gvir qui a publié cette vidéo, montrant comment il traite ces gens. Voilà les images que Ben Gvir a rendues publiques. Avec beaucoup de fierté, comme de grands héros. Regardez-moi maintenant, regardez-moi. Oui, on a l'une de ces personnes, vous savez, parmi celles de Philadelphie, qui ont été arrêtées par les Israéliens. Voici ce qu'elle a dit. Yeah. We have one of these people who was among those, people of Philatela who were detained by Israelis. Here is what she said. Par Israël, comme 425 autres personnes. Nous étions tous en détention et ils m'ont mis des menottes aux mains et aux pieds. Ils m'ont traîné et quand je ne pouvais plus marcher, ils m'ont tiré par terre. Ils m'ont frappé. Ils nous ont tous fait énormément de mal. Les menottes étaient tellement serrées que j'ai fini par ne plus sentir mes mains et ils riaient tout le temps. Ces gens étaient d'une cruauté incroyable. Ils nous ont humiliés, maltraités, frappés et ils ont pris des photos de nous. Ils m'ont enlevé ma chemise et ils ont continué à nous maltraiter toute la nuit. Mon message au monde, c'est honte à vous tous. Honte à tous ceux qui se taisent face à ça. Honte à tous les gouvernements qui continuent de commercer avec Israël, y compris le mien. Ils continuent de commercer avec Israël. Israël commet un génocide. Mon gouvernement est complice. Toute l'Europe est complice. Le monde entier est complice. Alors, mon message à tous les gouvernements, c'est honte à vous et à tous les peuples. S'il vous plaît, levez-vous et faites du bruit pour la Palestine, pour toutes les victimes de génocide dans le monde. Parce que si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera. Si nous ne partons pas en flottille, le gouvernement ne réglera rien. Personne ne réglera rien. Seul le peuple peut le faire. Monsieur l'ambassadeur, il y a aussi eu des répercussions dans les médias israéliens. Benjamin Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères d'Israël ont critiqué Ben Gvir, non pas à cause de la façon dont il traitait ces personnes, mais parce qu'il avait publié la vidéo. C'est ça le vrai problème. Allez-y. C'est la réaction habituelle. On repense à cette vidéo, il y a quelques mois, où des prisonniers palestiniens étaient violés en prison. Les conséquences n'ont pas été que les auteurs de ces viols soient punis. En réalité, ils ont été érigés en héros. En revanche, la femme, la procureure qui avait permis la diffusion de la vidéo, a été harcelée, renvoyée de son poste et poussée à envisager le suicide. Cette obsession en Israël. Israël a toujours considéré la maîtrise de son image comme un instrument essentiel de sa politique étrangère et même de sa survie. Et c'est logique, parce qu'Israël, d'une certaine manière, se trouve dans une position comparable à celle des deux royaumes croisés établis en Palestine il y a environ 8 siècles. Et, comme Israël aujourd'hui, ces royaumes dépendaient eux aussi d'un soutien extérieur. Et quand ils ont perdu leur soutien extérieur, ils se sont effondrés. Donc en gros, Israël a une obsession, maintenir son appui à l'étranger, surtout aux États-Unis, mais aussi en Europe. La plupart des personnes présentes sur la flottille étaient européennes plutôt qu'américaines. Il y avait aussi quelques Américains, quelques Canadiens, et ils affirment avoir été torturés, tout simplement. On a vu des photos de gens arrivant à Istanbul
avec ce qui ressemblait à des brûlures de cigarettes sur tout le corps. On nous a dit que certains avaient des os cassés. On a vu des personnes gravement battues. La jeune femme qui vient de parler dans cet extrait a mentionné qu'on lui avait enlevé sa chemise. Il y a aussi des témoignages faisant état de viol de membres de la flottille par les Israéliens. Donc ils méritent pleinement la description qu'elle a donnée d'eux, comme étant d'une cruauté absolue. Israël symbolise aujourd'hui un niveau de sadisme qu'aucun autre pays ne peut même approcher. Et ce n'est pas bon pour Israël. Il y a donc eu une énorme réaction à l'étranger, surtout dans les pays dont les citoyens ont été maltraités. Leurs gouvernements ont été poussés à intervenir. Les ministres des Affaires étrangères ont été mobilisés. Pour l'instant, pourtant, ce ne sont que des paroles. On parle à nouveau de réduire les échanges commerciaux avec Israël, de ne pas renouveler certains accords, et ainsi de suite. Mais il faudra voir si cela se concrétise, parce que d'après l'expérience, les Européens sont très forts pour se plaindre, mais beaucoup moins pour agir. Donc, je ne sais pas comment tout cela va évoluer. Ce qui est sûr, c'est que cela a considérablement affaibli le soutien à Israël à l'étranger et que cela va alimenter le mouvement de boycott, de désinvestissement et de sanctions, le mouvement BDS, un peu partout. Oui, je pense que ça s'est vu dans le Kentucky, face à Thomas Massie. Ils ont dû dépenser pas mal d'argent, tous ensemble, pour essayer de le battre. C'est en fait un constat terrible sur l'état de la démocratie américaine. Parce qu'ici, l'argent est assimilé à la liberté d'expression par décision de la Cour suprême. Ici, l'argent n'est pas utilisé pour faire avancer une cause, mais pour punir des gens. Ceux qui donnent cet argent n'ont aucune ambition d'améliorer les choses. Ils veulent simplement punir ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et notre vie politique est devenue entièrement coercitive et intimidante. Elle n'élève plus, elle n'inspire plus, elle ne fait plus rêver. C'est une rupture fondamentale avec le passé américain. Et que vous soyez d'accord ou non avec Thomas Massie, et il faut dire qu'il a des idées vraiment étranges, mais aussi certaines très solides, il reste une victime. Et je pense que tout ça va en réalité se retourner contre le lobby sioniste qui l'a fait tomber. 37 millions de dollars pour une primaire, c'est du jamais vu. Mais il y a déjà eu des exemples similaires, réussis, pour punir des responsables politiques critiques envers Israël. Et c'est clairement pour cette raison que Massie a été écarté. Donald Trump voulait qu'il parte, mais l'argent, lui, venait du lobby sioniste. Laura Loomer a tweeté, après avoir battu Thomas Massie, que le prochain sur la liste, c'est Rand Paul, tu vois. Bien sûr. Je veux dire, il y a tout un programme d'action haineuse derrière tout ça. C'est l'une des figures les plus méprisables de la politique américaine, et elle est largement perçue comme telle. Elle entretient une sorte de relation privilégiée avec Donald Trump, et elle est d'une cruauté extrême, totalement inhumaine, plus israélienne qu'américaine. Elle fait penser à des gens comme Ben Gurion ou Smotrich qui n'ont aucun respect pour les êtres humains, sauf pour ceux qui partagent leurs convictions, religieuses ou autres. Monsieur l'ambassadeur, selon un article d'Axios, dans le cas du Moyen-Orient et de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, il y aurait une différence entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Donald Trump chercherait d'une certaine manière à mettre fin à la guerre, alors que Benjamin Netanyahou voudrait qu'elle continue. Pour lui, c'est un moment unique. S'il ne parvient pas à atteindre ses objectifs maintenant, il n'aura plus jamais une telle occasion dans l'histoire de son gouvernement. Il est en fin de mandat, en fin de carrière politique en Israël, et c'est pour cela qu'il veut poursuivre cette guerre. Donald Trump, lui, ne partagerait pas ce point de vue, d'après ce rapport d'Axios.
Quelle est votre lecture de cette situation? What is your understanding of that? Well, Axios, this Eh bien, Axios, ce rapport de Barak Ravid, qui est à la fois agent du Mossad et journaliste, deux rôles qui en Israël ne sont pas forcément incompatibles, a indiqué qu'il y avait une discussion houleuse de 3 heures entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, au cours de laquelle Netanyahou aurait insisté pour que Trump reprenne la guerre. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles Donald Trump ne veut pas relancer le conflit. Lui-même a évoqué de prétendues demandes de l'Arabie saoudite, du Qatar et des Émirats arabes unis pour ne pas redémarrer la guerre. À mon avis, ça n'a absolument aucune crédibilité. Je ne doute pas une seconde que les Saoudiens et les Qataris aient pu faire pression sur Donald Trump pour qu'il ne relance pas la guerre. Mais les Émirats, eux, ont une position très différente. Et ça montre bien que c'est encore une de ces histoires inventées par Donald Trump. stories, and it is not the reality. The reason he does not want to restart the war is S'il ne veut pas relancer la guerre, c'est pour plusieurs raisons, en fait. D'abord, le Pentagone lui aurait apparemment dit que l'Iran a considérablement renforcé sa défense aérienne et que reprendre les mêmes opérations coûterait très cher, en vies humaines comme en avions. Donc ce ne serait pas une bonne idée. Ça ne lui permettrait pas de proclamer une victoire. Ce qu'il veut, en gros, c'est pouvoir dire qu'il a gagné et partir. Et puis, il y a aussi la politique intérieure. Il sait très bien que sa position dans la politique américaine s'affaiblit rapidement. La saison des grands trajets d'été commence. Les prix de l'essence dépassent maintenant les 4,50 $ au niveau national et plus de 6 $ en Californie. Donc forcément, il y a un retour de bâton politique. Et il sait que la guerre est impopulaire. Il veut y mettre fin. he doesn't. He knows the war is unpopular. He wants to end it. You know, I've been thinking about this, and my conclusion is that Vous savez, j'y ai beaucoup réfléchi. Et ma conclusion, c'est qu'il ne peut sortir de cette guerre que d'une seule manière. Si le Congrès passe outre sa volonté de poursuivre la guerre et coupe les fonds. Ce qu'ils ont d'ailleurs failli faire avant-hier. La Chambre des représentants s'apprêtait à voter contre la guerre de Donald Trump. Le président de la Chambre, M. Johnson, a alors annulé le vote parce qu'il n'arrivait pas à maintenir le Parti républicain uni derrière Donald Trump. C'est grave. Il y a donc une véritable rébellion de républicains contre Donald Trump, en partie sur cette question, et en partie à cause de ce qu'on appelle le fonds occulte des criminels. Autrement dit, cette distribution d'1,8 milliard de dollars à tous les proches et soutiens de Donald Trump qui ont pris d'assaut le Capitole et tué des policiers le 6 janvier. assaulted the Capitol and killed police on January 6th. Anyway, there's a lot of backlash. So I Bref, think really il y a the only beaucoup de réactions négatives. Donc je pense que la seule façon pour lui de sortir de cette guerre, avec sa réputation à peu près intacte, c'est de laisser le Congrès le pousser dehors et de dire ensuite qu'il a été trahi par le Congrès. Qu'on était à 2 doigts de la victoire, comme il le répète depuis le début. been claiming all along. Et que si le Congrès et les démocrates ne s'étaient pas opposés à lui, on aurait remporté une grande victoire. Je l'entends déjà dire ça. C'est la stratégie classique du coup de poignard dans le dos pour justifier une défaite. C'est ce que les Français ont fait quand ils ont été chassés d'Algérie. C'est ce qu'ils disaient. Il y a un précédent. Ce n'est pas très glorieux, mais je peux très bien imaginer Donald Trump faire ça, par désespoir, parce qu'il n'a aucune autre issue à cette guerre. Il ne peut pas attaquer l'Iran efficacement sur le plan militaire. He cannot attack Iran effectively militarily. Iran has the wherewithal to do huge damage. L'Iran a les moyens de causer d'énormes dégâts à Israël, ainsi qu'aux pays arabes du Golfe qui l'aideraient, à tout pays du Golfe qui participerait à une attaque contre l'Iran. Et il n'y a aucune diplomatie. C'est d'ailleurs le dernier point que je veux souligner. On est dans une impasse totale, et il n'y a aucune discussion sur les questions que Donald Trump continue de soulever. Il n'y aura pas d'exportation vers un autre pays de l'hexafluorure d'uranium, cet uranium enrichi à 60%.
Cela s'était produit dans le cadre du JCPOA, le plan d'action global commun signé en 2015. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le régime iranien ne va pas devenir plus conciliant. Il évolue dans la direction opposée. Le blocus du détroit s'effrite lentement. Les États-Unis continuent de le maintenir, sans grande efficacité, mais des navires chinois, coréens et d'autres encore parviennent à passer. Et l'Iran est en discussion active avec Oman sur la manière de mettre en œuvre le péage qu'il a imposé, de façon à ce que ce soit avantageux pour les deux parties. Les Émirats arabes unis, eux, sont exclus de ces échanges, parce qu'ils restent alignés sur la position israélienne et soutiennent l'action américaine contre l'Iran. Alors oui, l'Iran souffre. Il a terriblement souffert pendant cette guerre, mais il semble prêt à accepter encore davantage de souffrance. Et il est clair qu'il peut en infliger beaucoup aux Arabes du Golfe et aux Israéliens si la guerre reprend. Donc, pour toutes ces raisons, je ne sais pas si Donald Trump a eu l'idée de simplement laisser le Congrès le forcer à sortir de la guerre comme je l'ai évoqué. Mais pour toutes ces raisons, il ne veut pas reprendre le conflit. Et Benjamin Netanyahou, lui, est déterminé à le faire, pour les raisons que vous avez mentionnées. Autrement dit, il n'a plus nulle part où aller. Son objectif, c'était de détruire l'État iranien, si possible, de fragmenter l'Iran en plusieurs petits pays. Sinon, au moins de le soumettre, de l'intimider, au point qu'il ne puisse plus représenter une menace, d'éliminer son option de dissuasion nucléaire, et ainsi de suite. Rien de tout cela ne va se produire. Netanyahou, lui, fait face à la prison pour corruption à la fin de sa carrière politique et a des dégâts considérables pour l'État d'Israël à cause de sa politique erronée. On ne sait même pas si Israël pourra survivre. Il est certain qu'il ne le pourra pas si le soutien américain et européen disparaît, ce que Ben Gvir semble d'ailleurs s'employer activement à provoquer. Et Israël ne peut pas survivre non plus s'il est incapable de se défendre et refuse de pratiquer la diplomatie. Il n'existe tout simplement pas de diplomatie israélienne. Il existe un ministère des Affaires stratégiques qui manipule l'opinion publique aux États-Unis et ailleurs au profit d'Israël. Il y a aussi de farouches défenseurs d'Israël dans les lobbies d'autres pays, comme la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis. L'Allemagne, elle, reste paralysée par la culpabilité liée à la Shoah. Mais sous la surface, les opinions publiques, y compris au sein des communautés juives, se sont retournées contre Israël. Netanyahou a donc conduit Israël dans une impasse. Il n'y a plus d'issue. Et Donald Trump est lui aussi coincé dans une impasse. Résultat, rien ne bouge. Cela veut dire que sauf si le Congrès intervient pour mettre fin à la guerre, on risque fort d'avoir une nouvelle phase de combat. Et celle-là serait encore plus désastreuse pour les États-Unis et pour Israël que la première, et très dommageable pour l'Iran. D'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, ils ne sont même pas capables de se défendre contre les drones FPV du Hezbollah. Le Hezbollah frappe ses batteries du dôme de fer de tous les côtés. Et c'est ça le vrai problème pour eux en ce moment. Je ne sais pas combien de temps ils vont pouvoir continuer comme ça, parce que ce n'est pas simple de reproduire ou d'augmenter le stock de ces batteries en Israël, vu la situation actuelle de la guerre. Non, je pense que le Hezbollah utilise des drones guidés par fibre optique, une technologie que les Ukrainiens ont mise au point, tout comme les Russes. Et ils sont très efficaces. On ne peut pas les détourner. Et ils infligent de lourdes pertes aux forces israéliennes dans le sud du Liban. Mais le Hezbollah tire aussi, comme vous l'avez dit, sur Israël et frappe des installations militaires là-bas. Donc encore une fois, on en revient au fait que les soi-disant cessez-le-feu annoncés n'existent tout simplement pas. Il n'y a pas de cessez-le-feu au Liban. Il n'y en a pas non plus à Gaza. Les Israéliens continuent d'y mener un génocide. Ils le font simplement plus lentement.
They do it more slowly. The sadism that was evident in the treatment. Le sadisme qu'on a vu dans le traitement des personnes à bord de la flottille, c'est typique. On peut pointer du doigt Ben Gvir, mais en réalité, Ben Gvir représente bien la société israélienne dans son ensemble. Elle est très sadique. C'est une mentalité psychotique que, franchement, le monde ne devrait pas tolérer. Vous savez, ça n'a pas grand-chose à voir avec le judaïsme. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait un véritable fondement religieux, même s'il y a des rabbins en Israël qui le soutiennent. Mais ce n'est pas le judaïsme qu'on pratique dans votre pays ou dans le mien. Ce sont des gens indécents qui se cachent derrière la bannière du judaïsme. Hiding behind the banner of Judaism. Yeah. Your understanding of Israel and Votre compréhension d'Israël et du Liban va-t-elle être la même? Parce qu'on parle d'Israël et du Liban comme faisant partie de tout ça, mais on sait qu'il y a des discussions entre les deux gouvernements, en Israël et au Liban, qui ne tiennent pas compte de la position du Hezbollah. Ils ne prennent pas en compte non plus toutes ces attaques qu'Israël mène dans le sud du Liban. Et pas seulement au Liban. Hier encore, on a vu Israël bombarder la Syrie. Alors, qui va décider? Parce qu'au fond, si Israël s'arrête ici pour ensuite attaquer d'autres pays, qui va en décider? Est-ce qu'il y a, aux États-Unis, une forme de consensus pour exercer des pressions? On voit bien que les divergences apparaissent au grand jour avec la question de la guerre contre l'Iran. Mais qu'en est-il des autres fronts dont parle Israël? Personne ne comprend vraiment pourquoi ils attaquent la Syrie. Est-ce qu'ils bombardent le sud du Liban? On a l'impression qu'ils cherchent à créer une sorte de zone morte dans le sud du Liban. Et je dirais que, d'après ce qu'on a pu observer jusqu'à présent, le Hezbollah essaie de faire la même chose dans le nord d'Israël. Exactement. Eh bien, c'est une question très compliquée. La réponse triste, c'est que je ne vois aucun véritable mouvement aux États-Unis pour défendre ni le Liban, ni la Syrie. Je ne pense pas que les gens comprennent vraiment que l'agenda israélien, c'est l'expansion territoriale. C'est un soi-disant État sans frontières. Normalement, pour qu'un pays soit reconnu comme un État, il faut qu'il ait des frontières établies, reconnues ou affirmées. Israël n'a jamais défini ses frontières. Il est clair qu'il a l'intention d'annexer des parties de la Syrie au-delà du plateau du Golan, qu'il a déjà annexé en 1967. Il est clair aussi qu'il veut annexer le sud du Liban. Et dans ce contexte, les discussions entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien sont une farce. C'est une mise en scène, une tromperie. Parce que le gouvernement libanais veut se servir d'Israël pour se débarrasser du Hezbollah et rétablir le pouvoir des sunnites et des chrétiens, pouvoir que la constitution libanaise favorise, même si la démographie du pays a changé et que la grande majorité aujourd'hui est chiite. Donc les discussions entre le Liban et la Syrie ont deux effets. D'abord, elles n'ont absolument aucun impact sur les combats, parce que le gouvernement libanais ne défend pas le Liban. C'est le Hezbollah qui défend le Liban. Et ensuite, elles délégitiment le gouvernement, parce que les Libanais voient bien que leur gouvernement joue la comédie. Il ne défend pas le pays, il essaie de collaborer avec Israël contre le Hezbollah. Vous savez, je n'ai aucune sympathie particulière pour le Hezbollah, ni pour le gouvernement libanais, et certainement pas pour Israël. Mais là, on a affaire à une opération de tromperie évidente, menée par les États-Unis et Israël, sous couvert de discussions qui, en réalité, n'ont aucun sens et ne peuvent rien produire. Cela dit, elles ont atteint leur seul objectif, apparemment. Tromper suffisamment de monde pour qu'Israël puisse continuer à tuer des gens au Liban et à détruire leurs maisons. Encore une fois, c'est du pur sadisme. Et ça, c'est totalement inacceptable. La jeune femme qu'on a entendue dans l'extrait que vous avez montré tout à l'heure, celle qui était sur la flottille et qui a été maltraitée,
a parfaitement raison. Cela ne devrait être toléré par personne, nulle part. Hier, je parlais avec Laith Marouf. C'est un journaliste à Beyrouth, monsieur l'ambassadeur. Et la situation au Liban est assez critique, parce que les gens qui fuient la Syrie vont au Liban. Les Palestiniens aussi se réfugient au Liban. Et les habitants du sud du pays se déplacent vers le nord et vers le centre. C'est une crise énorme quand on regarde tous ces mouvements de population à l'intérieur du pays. En les regroupant tous, ça crée un problème immense pour le Liban. Et dans l'ensemble, le gouvernement n'a pas vraiment les moyens de gérer ça. C'est pour ça que le Hezbollah joue un rôle très important dans cette situation. En fait, en ce moment, c'est eux qui font pratiquement tout. Eh bien, le Hezbollah a montré qu'il était capable de protéger les siens, ses membres, la communauté chiite en général et le Liban dans son ensemble. C'est une organisation bien structurée, efficace, très compétente sur le champ de bataille, ce que l'armée libanaise n'est pas. Et donc oui, mais vous savez, vous nous rappelez que la Syrie et le Liban formaient autrefois un seul pays, avant d'être séparés par l'impérialisme français. Les Français ont découpé ce qui est aujourd'hui le Liban à partir de la Syrie pour créer une enclave chrétienne en Asie de l'Ouest qui leur serait redevable. Tout cela faisait partie des discussions de Sykes-Picot, et ainsi de suite, parce qu'à l'origine, la Syrie et le Liban faisaient partie de l'Empire ottoman. Et donc, oui, vous avez tout à fait raison. Ça reste en réalité une seule et même région. Et les gens, les populations, circulent d'un côté et de l'autre. Des Syriens cherchent refuge dans ce qui est aujourd'hui le Liban. Des Libanais se déplacent à l'intérieur du Liban ou vers la Syrie. Le problème de fond sera le même que pendant la guerre civile syrienne, attisé par les pays du Golfe, les États-Unis, Israël et la Turquie. Autrement dit, ces réfugiés vont bien devoir aller quelque part. Quand la crise syrienne a envoyé un grand nombre de réfugiés en Europe, cela a provoqué un rejet des réfugiés, qui a fait basculer la politique européenne vers la droite populiste. La xénophobie européenne s'est réveillée. Alors, où iront ces réfugiés? Non, ce sont des peuples compétents. Ils devraient être des immigrés recherchés. Ils travaillent dur, ils sont honnêtes, ils ont des savoir-faire. Il y a des Libanais partout dans le monde. Il y a des Syriens partout dans le monde. Et ce sont de bons citoyens. Mais personne ne va les accueillir. En gros, ce qu'Israël a fait à cette population, c'est ce que les nazis ont fait aux Juifs d'Europe. Les laisser sans aucun endroit où aller. On entend des récits, à la veille de l'Holocauste, de groupes juifs qui tentaient de rejoindre les États-Unis ou d'autres pays et à qui l'on refusait l'entrée. Et aujourd'hui, l'Occident tourne de nouveau le dos à des gens tout en soutenant le génocide, le nettoyage ethnique, les meurtres, les viols de masse, les massacres commis par Israël. Nous soutenons cela en Occident et pourtant nous ne sommes pas prêts à affronter les conséquences. Donc, apparemment, pour l'instant, il n'y a pas de réponse à tout ça. Pensez-vous qu'une guerre entre l'Iran et Israël pourrait pousser les pays du Golfe à apporter davantage de soutien au peuple palestinien? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'à part les Émirats arabes unis et Bahreïn, qui font partie de ce qu'on appelle les accords d'Abraham, les autres pays du Conseil de coopération du Golfe sont aujourd'hui bien plus inquiets de la menace venant d'Israël que de celle venant d'Iran. Bien sûr, ils ont toujours perçu une menace iranienne, notamment à cause de leur complicité dans l'attaque contre l'Iran. Et on découvre maintenant qu'ils ne sont pas aussi innocents qu'ils le prétendaient. En réalité, ils coopéraient avec les États-Unis et donc indirectement avec Israël.
Les Émirats arabes unis, eux, ont directement coopéré ou plutôt conspiré avec Israël dans cette affaire. Conspired with Israel on this. Anyway, I don't see any evidence. De toute façon, je ne vois aucune preuve que cela augmente le soutien aux Palestiniens. Je pense qu'il faut bien distinguer l'opposition à Israël du soutien aux Palestiniens. Beaucoup de gens dans les pays arabes du Golfe sont horrifiés par ce qu'on fait subir aux Palestiniens, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont faire quoi que ce soit pour eux. Ils sont choqués par Israël et par son comportement, comme beaucoup d'autres dans le monde. Israël a vraiment réussi à créer une situation où de plus en plus de gens sont anti-Israël. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont pro-Palestine. Eh bien, je n'ai pas la réponse à ça. I don't know the answer to that. It would be the Gulf Arabs. Ce seraient les Arabes du Golfe, franchement, qui ont eu de sérieux problèmes avec les Palestiniens, à commencer par l'Organisation de libération de la Palestine. C'est une organisation laïque, pas religieuse, et donc inacceptable pour la branche salafiste de l'islam sunnite. Yasser Arafat était athée, et ça ne passait pas bien auprès des Saoudiens, des Qataris et d'autres habitants du Golfe. Les Koweïtiens, quand leur pays a été occupé par l'Irak, savaient très bien que Yasser Arafat et l'OLP étaient alliés à l'Irak. Ils coopéraient avec l'Irak, la Jordanie et le Yémen sous Ali Abdallah Saleh. Et donc les Koweïtiens, qui avaient été les plus amicaux et les plus généreux envers les Palestiniens, ont largement retiré leur soutien. Les Palestiniens ont commis toute une série d'erreurs dans leur manière de gérer leurs relations avec les pays arabes du Golfe. Et d'ailleurs, l'OLP n'a jamais vraiment eu le soutien de l'Iran. Donc c'est assez ironique. Le seul groupe palestinien qu'un pays comme l'Iran a réellement soutenu, c'est le Hamas, un mouvement sunnite à vocation démocratique, alors que l'Iran, lui, n'est pas sunnite. Même s'il y a beaucoup de sunnites en Iran, ce pays est farouchement pro-chiite, et en général, les sunnites et les chiites ne s'entendent pas très bien. Mais le Hamas est devenu dépendant de l'Iran pour son soutien. Tout cela forme donc un ensemble incroyablement complexe, un mélange d'intérêts et de sentiments contradictoires. Et au cœur de tout ça, il y a, selon moi, le sadisme d'Israël. Oui, On vient d'avoir une nouvelle il y a quelques instants. Dans une déclaration commune, Bahreïn, le Koweït, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont condamné et rejeté le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Ils ont aussi appelé les navires à ne pas contacter l'autorité du détroit du Golfe Persique. Comment voyez-vous le fait qu'ils se réunissent pour discuter, je ne sais pas, d'une sorte d'action plus formelle à entreprendre? No, it's actually, of course they're against Iranian control of the Strait of Hormuz. Bien sûr qu'ils sont contre le fait que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Je ne crois pas qu'Oman faisait partie de ce groupe-ci. Donc, à mon avis, ce qu'on voit, c'est les 5 autres membres du CCG qui essayent de créer un front commun. Et ça, l'Iran devrait s'en réjouir, parce que s'ils forment un front commun, alors on peut envisager un accord avec les 5 ensemble. Et l'Iran doit parvenir à un accord avec les Arabes du Golfe. Une fois que l'Iran aura mis fin au blocus américain du détroit d'Ormuz, et qu'il fera fonctionner non pas un blocus, mais un péage dans le détroit, alors la nouvelle autorité du détroit du Golfe Persique gérera tout ça. Ils vont devoir entretenir une relation avec les Arabes du Golfe, et ce, pour de nombreuses raisons. They're going to have a relationship with the Gulf Arabs for many reasons. First of all, they're neighbors. They need to be friendly. D'abord, ce sont des voisins. Ils ont besoin d'être en bons termes, pas ennemis. Et l'Iran a toujours voulu tendre la main. Ensuite, ils ont besoin d'argent. Vous savez qui va passer par le détroit s'ils ne peuvent pas transporter de pétrole depuis Al-Jubail ou du gaz depuis le Qatar. Donc vous voyez, l'Iran a beaucoup de raisons de vouloir conclure un accord avec les Arabes du Golfe. D'autant plus que l'un des objectifs qu'ils ont annoncé dans cette guerre,
c'est de se débarrasser des bases militaires américaines. Alors vous voyez, si les 5 se réunissent et que moi je suis à Téhéran, je me dis bon, à court terme, c'est un problème, mais à long terme, c'est un avantage. In the long run, this is an advantage. Again, you have to think this war is not. Encore une fois, il faut bien comprendre que cette guerre ne se résoudra pas sur le champ de bataille. Elle ne se résoudra pas non plus avec des navires de guerre traversant le détroit d'Ormuz. Rien ne la réglera, sauf la diplomatie. Et la diplomatie, ça veut dire trouver un terrain d'entente. Ce terrain d'entente, c'est que l'Iran a tout intérêt à laisser ces pays faire passer leurs navires par le détroit d'Ormuz. Et eux aussi ont intérêt à ce que ce passage reste ouvert. Ils préféreraient sans doute ne pas avoir à payer pour ça. Ils préféreraient ne pas avoir à traiter directement avec l'Iran. Mais ils n'ont pas le choix. Donc, au final, cette guerre, parmi tous les effets néfastes qu'elle laissera derrière elle, aura pour conséquence de placer le détroit d'Ormuz sous le contrôle de l'Iran. It's going to leave Iran in control of the Strait of Hormuz. It's going to set a precedent for the control of other. Cela va créer un précédent pour le contrôle d'autres détroits par les pays riverains. On entend déjà ce genre de discussion en Indonésie à propos du détroit de Malacca, ce que Singapour rejette fermement et la Malaisie un peu moins. Et l'Iran, lui, aura modifié le droit international pour en tirer profit grâce à sa position géographique. Et l'Iran ne renoncera pas à son contrôle du détroit d'Ormuz, pas plus qu'il ne renoncera à son uranium. Parce que la leçon de l'histoire, au moins depuis la création de l'État d'Israël, c'est que si vous n'avez pas de moyens de dissuasion, vous êtes mort. Donc, l'Iran n'a aucune intention de se sacrifier sur l'autel de principes établis par la marine britannique au XVIIIe siècle. Il va insister pour garder le contrôle du détroit. Et il va insister sur son droit à l'enrichissement de l'uranium. On the right of enrichment of uranium, it's going to, if it doesn't build a bomb, it will retain the ability to do so. S'il ne fabrique pas la bombe, il gardera quand même la capacité de le faire très rapidement. Donc, cette guerre n'a rien accompli, à part humilier les États-Unis et Israël. En gros, Netanyahou et Trump sont acculés. Netanyahou dit maintenant qu'Israël doit se détacher des États-Unis, qu'il ne peut plus dépendre d'eux. Ça montre bien qu'il a sa propre version du discours à la Trump, du genre « J'étais en train de gagner et ils m'ont trahi ». Les Américains ont trahi Israël, c'est la nouvelle ligne. Les Américains n'ont pas soutenu Israël quand il le fallait. Si on avait simplement soutenu Israël, le pays s'étendrait peut-être du fleuve Euphrate au Nil. Je pense que c'est ça le message. Et Trump comme Netanyahou sont très doués pour se poser en victime. Donc à mon avis, c'est là que tout ça va finir. Israël accusera les États-Unis et Trump accusera le Congrès. Hier, le corps des gardiens de la révolution islamique a publié un communiqué officiel. Ils ont annoncé que si la guerre reprend, ce ne sera pas une guerre régionale. Elle ira au-delà de la région. Ils vont viser des bases américaines situées en dehors du Moyen-Orient, en dehors de l'Asie de l'Ouest. Et je n'ai aucune raison de ne pas les croire, parce qu'ils avaient dit exactement la même chose avant le début de cette guerre. À l'époque, ils avaient prévenu que ce serait une guerre régionale, et c'est bien ce qui s'est produit. Et maintenant, ils affirment que cette fois, ça ira au-delà de la région. Eh bien, ce n'est pas très clair ce que ça veut dire. Vous savez, je pense que extra-régional, dans le cas de l'Iran, compte tenu des limites de ses capacités, ça veut probablement dire, et inévitablement, autre chose que des attaques de missiles sur des bases en Europe ou à Diego Garcia, ou ce genre de choses. Mais ça pourrait très bien vouloir dire une guerre irrégulière, autrement dit du terrorisme, parce que l'Iran a la capacité de frapper à l'étranger, soit par l'intermédiaire de groupes alliés, soit par des Iraniens fidèles à la République islamique, mais citoyens ou résidents d'autres pays. Donc, on pourrait avoir, je ne sais pas exactement ce que le corps des gardiens de la révolution islamique prépare. Ce que je sais, c'est que ce corps n'est pas le guide suprême et qu'il ne semble pas accorder
autant d'importance aux questions religieuses que lui. Mojtaba Khamenei, on ne sait pas où il est. Il se cache. On dirait que tout le monde fait pareil. Netanyahou se cache. Khamenei se cache. Trump essaye de se construire une planque sous sa nouvelle salle de bal. C'est un peu la tendance du moment. Erdogan, pour l'instant, ne se cache pas, à ma connaissance, mais ça pourrait venir aussi. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je comprends ce que vous dites sur l'Iran. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de mettre leurs menaces à exécution. Si l'Iran dit qu'il ira au-delà de la région, il ira au-delà de la région. Mais la question, c'est comment? L'Iran a beaucoup d'options. Des frappes de missiles, la guerre irrégulière, le terrorisme, toutes sortes de moyens. En fait, on pourrait dire qu'un terroriste, c'est quelqu'un qui a une rancune, mais pas d'armée de l'air. Donc, si quelqu'un a une rancune et veut se venger, mais qu'il n'a pas de force aérienne, eh bien, il en crée une. Il transforme un avion de ligne en missile de croisière, comme le 11 septembre. Les gens savent faire ce genre de choses. Les bombes les plus intelligentes, ce sont les attentats suicides, parce qu'elles sont guidées par le cerveau humain, qui reste, je suppose, un peu plus performant que l'intelligence artificielle. Alors, qui sait où tout ça peut mener? Franchement, c'est presque un miracle que la question palestinienne n'ait pas de nouveau déclenché un terrorisme mondial, comme dans les années 60. L'Iran est capable de riposter, et il ne veut sans doute pas se lancer dans le terrorisme, mais il pourrait estimer qu'il n'a pas le choix. Donc pour moi, c'est un avertissement très sérieux. Je pense qu'ils ont peut-être quelque chose, Monsieur l'ambassadeur, en ce qui concerne leur capacité militaire. Parce qu'il y a beaucoup de voix en Iran qui disent « Nous avons beaucoup de surprises sur le plan militaire ». Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais il semble qu'ils n'aient pas montré leur vraie capacité pendant la guerre qu'ils ont menée pendant 40 jours. Eh bien, je dirais que je suis sceptique. Je pense qu'à terme, l'Iran finira par développer un missile balistique intercontinental pour dissuader les États-Unis, comme l'a fait la Corée du Nord. Reste à savoir s'il sera nucléaire ou non. C'est une question ouverte. Je m'attends à ce que ce soit le cas, mais je peux me tromper. Mais je dois dire, Nima, que la question de la transparence militaire, c'est un sujet que je connais bien, pour en avoir beaucoup discuté avec les Chinois. Et il est clair que, quand on est faible, on veut faire croire qu'on a des capacités cachées, parce que ça dissuade les autres. Quand on est fort, on montre ses capacités. Or, je ne vois pas ces capacités-là. Peut-être qu'elles existent, mais je ne les vois pas. Et plus probablement, elles font partie d'une stratégie de dissuasion, peut-être encore à l'état d'intention. Autrement dit, il est possible que l'Iran développe des armes qui, à l'avenir, pourraient faire des choses qu'il ne peut pas faire aujourd'hui. Je n'en doute pas. L'Iran est une société très compétente, avec de bons ingénieurs, et je suis sûr qu'ils regrettent ton départ. Tu les as quittés sans exercer l'ingénierie. Mais ils ont d'autres talents, et ils sont très confiants. Donc oui, c'est très probable. Mais pour l'instant, je reste sceptique. Shoigu a dit ça aussi, Monsieur l'ambassadeur, pardon de vous interrompre. Shoigu a dit que l'Iran avait des capacités qu'il n'avait pas montrées, et qu'il les a bien. Oui, je pense que c'est exact. Je pense que c'est juste. Quelles sont exactement ces capacités? Je n'en sais rien. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé la guerre du Golfe, quand j'étais à Riyad, pendant la guerre, pour libérer le Koweït. À l'époque, on était obsédé par la possibilité que l'Irak utilise des armes biologiques, livrées par des avions irakiens. En fait, il y a eu 2 avions qui, selon les rapports, transportaient des armes biologiques,
et qui ont été abattus au-dessus du Golfe. Mais vous savez, la réalité, c'est qu'on peut livrer une arme biologique sur un chameau. Pas besoin d'un avion à réaction. On peut aussi mettre une bombe dans une voiture. Pas besoin d'un appareil sophistiqué. Fancy aircraft. You can deliver a problem to somebody. On peut très bien poser un problème à quelqu'un avec une balle. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, les capacités peuvent inclure des capacités d'assassinat, parce que l'Iran ne fait plus ça. Pas depuis longtemps. Et quand il menait des assassinats, c'était uniquement contre d'autres Iraniens, des opposants à la République islamique. À ma connaissance, il n'a pas assassiné d'étrangers, mais il pourrait le faire. Donc, il y a beaucoup de capacités possibles. Maintenant, est-ce qu'elles sont technologiques ou pas? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut prendre Shoigu au sérieux, mais je ne suis pas sûr qu'il parle de technologie non plus. But I'm not sure that he's talking about technology either. Yeah. The point right now is the Saudi Le point Arabia important en ce moment, c'est que l'Arabie saoudite parle d'un pacte de non-agression avec l'Iran. Comme vous venez de le dire, la situation dans le détroit d'Ormuz pousse à mon avis tous ces pays à se rapprocher. Ils n'ont pas vraiment d'autre choix, aucune autre option sur la table. Ils doivent donc discuter, gérer, se coordonner. Et l'autre aspect, c'est la Russie et la Chine. Allez-y. Russia and China. And go ahead, Masoud. No, it isn't just they who have. Ce ne sont pas seulement eux qui doivent parler à l'Iran. Vous savez, la Corée et la Corée du Sud ont envoyé un émissaire en Iran. Le Japon aussi a envoyé un émissaire en Iran. Tout le monde doit parler à l'Iran, parce que 20% du commerce mondial de pétrole et de gaz passe par le détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est sous le contrôle effectif de l'Iran. Donc, il faut parler à l'Iran. Et les pays arabes doivent parler à l'Iran plus que quiconque. D'ailleurs, ils le font. Je suis sûr qu'ils parlent à l'Iran. On sait qu'il y a eu des coups de fil dans les deux sens, mais je pense qu'il y a bien plus que ça. But I suspect there's a lot more than that. And I see every sign that they are. Et je vois tous les signes qu'ils essayent de mettre en place une architecture de sécurité d'après-guerre qui réduise la menace iranienne à leur égard. Et pour y parvenir, ils doivent réduire, voire éliminer, la présence américaine sur leur territoire. Alors quand on parle d'un pacte de non-agression, qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'Arabie saoudite a-t-elle déjà attaqué l'Iran? Je ne crois pas. Les États-Unis ont-ils utilisé des bases en Arabie saoudite pour attaquer l'Iran? Oui. Donc si on parle d'un pacte de non-agression, de quelle agression parle-t-on? On parle de l'Iran d'un côté et des États-Unis et d'Israël de l'autre. Alors comment fait-on un pacte de non-agression dans ces conditions? How do you do a non-aggression pact? You neutralize yourself. You say. Vous vous neutralisez. Vous dites « Non, je ne prends pas parti. Entre Israël et l'Iran, je ne prends pas parti. Je ne prends pas parti non plus entre les États-Unis et l'Iran. Je suis neutre. » C'est comme ça qu'on fait un pacte de non-agression. Si vous avez une autre façon de le faire, un autre moyen de conclure un pacte de non-agression, dites-le moi. Moi, je n'en vois pas d'autre. Donc, quand il parle d'un pacte de non-agression, je pense qu'il parle en réalité de négocier un accord avec l'Iran. Et la gestion du détroit d'Ormuz doit en faire partie. Elle doit en faire partie. Bref, je pense qu'il va y avoir beaucoup de diplomatie une fois que la flottille américaine qui bloque le détroit sera partie. US flotilla blockading the strait is gone. We had the summit between, you know, Nous avons eu le sommet à Pékin, et après la visite de Donald Trump, qui a rencontré Xi Jinping, Vladimir Poutine s'y est rendu à son tour pour s'entretenir avec lui. Pensez-vous qu'ils entretiennent une relation particulière, notamment avec le nouveau gazoduc qui relie la Russie à la Chine? Mais l'autre question, c'est le Moyen-Orient. Comment voyez-vous les politiques de ces deux pays, qui jouent un rôle si important dans la région? Well, I'll make a number of comments. First, Eh bien, je vais faire plusieurs remarques. D'abord, Donald Trump et Vladimir Poutine ne sont pas les seuls visiteurs à Pékin en ce moment.
Il y en a beaucoup d'autres, comme Aramco et d'autres venus du Golfe, ou encore des Européens de différents horizons. En gros, Pékin est en train de devenir le centre de la diplomatie mondiale, le nouveau centre de gravité de la diplomatie internationale. Elle joue aujourd'hui le rôle que Washington jouait autrefois. Il faut aller à Pékin pour parler aux Chinois, parce qu'ils sont désormais une puissance mondiale. Autrement dit, leurs intérêts doivent être pris en compte partout dans le monde. Maintenant, concernant la relation sino-russe, je ne pense pas qu'ils se soient vraiment mis d'accord sur les conditions du gazoduc Force de Sibérie. Ils s'en sont peut-être approchés. Ils ont tous les deux de bonnes raisons de vouloir trouver un accord là-dessus. Les Chinois aimeraient dépendre un peu moins du transport maritime pour leurs approvisionnements en énergie. Les Russes, eux, accueilleraient volontiers les investissements et les emplois que cela créerait. Et chacun d'eux est prêt à compter davantage sur l'autre. En ce qui concerne le Golfe, l'Iran et les pays arabes, ils veulent tous deux la stabilité dans la région, chacun pour ses propres raisons. Et ils souhaitent tous les deux que les États-Unis s'en aillent dans le cadre de la mise en place de cette stabilité. Ils ont chacun avancé des propositions, tout comme l'Iran, pour une structure de sécurité coopérative dans le Golfe. Cela signifierait qu'il n'y aurait plus de forces étrangères, ni chinoises, ni russes, ni américaines, ni peut-être même françaises. Je sais que les Français ont une base aux Émirats, donc ils semblent réfléchir dans la même direction. Et ils partagent un intérêt, comme on l'a déjà dit, un intérêt assez ironique, à restaurer l'ordre mondial que les États-Unis sont en train de démanteler. Les États-Unis ont créé un ordre mondial qui a été très favorable à la Chine et qui aurait pu l'être aussi pour la Russie si nous ne nous étions pas engagés dans une guerre par procuration en Ukraine à cause de l'élargissement de l'OTAN. Ils veulent retrouver cet ordre-là, ce qui veut dire le respect de la Charte des Nations Unies, du droit international et de la diplomatie. Les États-Unis, eux, ont complètement abandonné la diplomatie. On ne parle pas à l'Iran de manière diplomatique. On exige sa reddition, sans aucune raison valable, parce qu'on n'a pas gagné la guerre. On n'a pas de diplomate professionnel. Il n'y avait personne de ce type avec Witkoff et Kushner quand ils se sont rencontrés à Moscou, à Rome, à Vienne, ou peu importe où c'était. Donc aucun soutien professionnel. Il n'y a pas de processus politique à Washington. Et c'est pour ça que, vous voyez, un jour Pete Hegseth ordonne le retrait de 4000 soldats de Pologne, et le lendemain, Donald Trump annonce qu'il en envoie 5000 là-bas. Il n'y a absolument aucune coordination. En gros, quand on négocie avec les États-Unis, on n'est jamais vraiment sûr qu'ils tiendront parole. On ne sait pas s'ils sont capables de conclure un accord, ni même s'ils savent vraiment ce qu'ils font. Alors, franchement, pourquoi la Russie et la Chine ne le comprendraient-elles pas? Elles le comprennent très bien, toutes les deux. Et puis, un dernier point. Le rôle de la Chine dans la région, c'est aussi d'avoir réussi à rétablir une relation entre l'Arabie saoudite et l'Iran, un vrai rapprochement. C'est un précédent. Aujourd'hui, les Chinois utilisent le Pakistan comme intermédiaire pour réorganiser un peu les choses dans le Golfe. Et ça, évidemment, ça inquiète l'Inde. Mais du point de vue chinois, c'est très positif parce que le Pakistan a des connexions. Il a maintenant un traité de défense avec l'Arabie saoudite. Il entretient aussi une relation avec l'Iran. Le chef militaire pakistanais, Asim Munir, est d'ailleurs à Téhéran, et le Pakistan fait partie intégrante de la région. Il participe à une sorte de combinaison militaro-industrielle naissante entre l'Égypte, la Turquie, l'Arabie saoudite et lui-même. Pour les Chinois, c'est donc très avantageux de collaborer avec le Pakistan. Cela ne met pas en jeu leur propre prestige et ça ne complique pas leur relation avec les États-Unis.
mais ça leur donne une vraie chance de réussir sur le plan diplomatique. Voilà ce qui se passe. Achieving a diplomatic success. So that's what's going on. Yeah. Ambassador, next country Oui, in line is Monsieur l'ambassadeur, Bolivie. le prochain pays concerné, semble-t-il, ce serait Cuba. Marco Rubio a déclaré que Cuba possède non seulement des armes acquises auprès de la Russie et de la Chine, mais qu'elle abrite aussi une présence de renseignements russes et chinoises. Le ministre cubain des Affaires étrangères a répondu qu'il racontait ce genre de mensonges parce qu'il se préparait à une nouvelle guerre contre Cuba. Et le président cubain a dit que si les États-Unis allaient jusque-là, s'ils attaquaient, ce serait un bain de sang. Comment voyez-vous la situation? Est-ce que cela pourrait être, d'une certaine façon, une carte gagnante pour Donald Trump pour lancer une nouvelle attaque? Parce qu'il a échoué au Moyen-Orient, et c'est peut-être pour ça qu'il envisagerait quelque chose contre Cuba. Il pense que le résultat serait le même que pour le Venezuela. Moi, je n'y crois pas, parce que Cuba est totalement différente du Venezuela. Quelle est votre lecture de tout ça? Well, I know something about Cuba. Eh bien, je connais un peu Cuba. J'y suis allé. J'ai négocié avec les Cubains le retrait de leurs forces armées d'Angola et l'indépendance de la Namibie vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Ce sont des gens très compétents. Le pays est dirigé de manière très institutionnalisée. Donc je prends très au sérieux les avertissements du gouvernement cubain quand il dit qu'une telle situation serait un bain de sang. Et je pense qu'ils ont raison. Cela dit, ce que raconte Marco Rubio, c'est du pur non-sens. C'est exactement le même type de calomnie qu'on a utilisé contre le Venezuela pour justifier l'attaque contre ce pays. Il y a effectivement une présence des services de renseignement russes et chinois à Cuba, c'est vrai, mais Cuba ne représente absolument aucune menace pour les États-Unis. Cuba is no threat to the United States at all. And let me go back here. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Quand Fidel Castro a fait sa révolution, vers 1960, j'étais un jeune homme. J'ai suivi ça de très près. Je parle espagnol, j'aime les Cubains, donc j'ai vraiment suivi tout ça attentivement. La décision américaine d'ostraciser, d'isoler, de boycotter et de sanctionner Cuba visait 4 objectifs. D'abord, Cuba était devenu un avant-poste du pouvoir soviétique, juste à côté des États-Unis. Les États-Unis avaient installé des missiles Jupiter en Turquie, capables de frapper l'Union soviétique depuis une courte distance. En réponse, l'Union soviétique a placé des missiles à Cuba pour faire la même chose vis-à-vis des États-Unis. Ça, c'était inacceptable pour les Américains. Et en 1962, nous avons affronté l'Union soviétique sur ce sujet. 13 jours de crise des missiles de Cuba, qui ont été résolus de manière très efficace par John F. Kennedy et Nikita Khrouchtchev. Deuxièmement, donc ce problème, plus de postes avancés soviétiques, à la suite des négociations entre l'Angola et la Namibie en 1989, l'Union soviétique n'avait pratiquement plus de présence militaire à Cuba. Cette question a donc disparu. La deuxième question, c'était l'exportation de la révolution cubaine vers d'autres pays d'Amérique latine. Et quand Cuba a accepté de se retirer d'Angola, elle était aussi présente en Éthiopie, au Mozambique et ailleurs en Afrique australe et dans la Corne de l'Afrique. Elle a remplacé l'exportation idéologique de la révolution par l'exportation de médecins. Les médecins cubains sont partout. Cuba dispose d'un excellent système de santé, avec un personnel médical très compétent. Et ils ont été, par exemple, la colonne vertébrale du service public de santé au Venezuela. Alors, au lieu d'exporter la révolution, Cuba s'est mise à exporter des médecins. Ce problème-là a donc disparu. Mais ensuite, on a eu 2 autres difficultés, toutes les 2 liées à la révolution. D'abord, Cuba a mal géré son économie et sa société, au point que beaucoup de gens ont eu envie de fuir. Ils étaient prêts à risquer leur vie pour traverser le détroit de Floride. On voyait des gens arriver sur nos plages, dans les Everglades, partout, désespérés de quitter Cuba. On s'est retrouvés avec un problème de réfugiés cubains
et on n'arrivait pas à le résoudre. Aujourd'hui, il y a des millions de Cubains, des Américains d'origine cubaine, à cause de cette vague massive de personnes qui ont quitté l'île. Nous voulions améliorer la qualité de la société cubaine et de son économie, mais nous n'avons pas suivi cette voie. Nous avons continué à faire pression sur Cuba, et le résultat, c'est qu'il y a de plus en plus de réfugiés cubains. Aujourd'hui, ils passent par le Mexique pour franchir la frontière. Le quatrième problème, c'est un autre héritage de la Révolution. Il y avait des Américains, beaucoup d'Américains, et aussi des Américains d'origine cubaine, qui possédaient de nombreuses propriétés à Cuba. Le gouvernement les a nationalisées, des plantations de canne à sucre, des villas, des immeubles de bureaux, des ports, et ainsi de suite. Nous avions mis en place une commission des réclamations pour essayer de régler cette question, mais nous ne l'avons jamais résolue. Voilà la différence. Les deux premiers objectifs concernaient la présence soviétique, c'est-à-dire une puissance étrangère qui menaçait les États-Unis depuis Cuba. Et la question de l'exportation de la Révolution exigeait l'isolement de Cuba. En clair, il fallait la punir pour mettre fin à ses comportements. Les deux derniers objectifs, eux, portaient sur autre chose. Est-ce que les Cubains se sentent obligés de fuir vers les États-Unis et est-ce que les questions de propriété sont réglées ou non? Ces sujets-là demandent au contraire un dialogue. L'administration Obama avait commencé ce dialogue. L'administration Trump y a mis fin. Résultat, aujourd'hui, notre politique envers Cuba est totalement irrationnelle et contre-productive. Sans engagement, on ne peut traiter ni le problème des réfugiés cubains, ni celui des revendications de propriété, qui sont pourtant nos deux principales préoccupations. Nous y voilà. Cette idée, selon laquelle Cuba représenterait une menace pour les États-Unis, n'a d'abord aucune crédibilité. Et ensuite, elle n'a tout simplement aucune importance. C'est un prétexte pour ce que Marco Rubio et d'autres Américains d'origine cubaine aimeraient voir se produire, qu'ils retournent à Cuba, qu'ils en prennent le contrôle et qu'ils remplacent le gouvernement actuel. Je n'ai aucune sympathie particulière pour aucun d'entre eux. Mais il faut être clair. Notre politique envers Cuba a été irrationnelle. Elle l'est toujours. Et attaquer Cuba serait à la fois irrationnel et, comme le disent les Cubains, probablement un bain de sang. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. C'est comme toujours un vrai plaisir. Des sujets difficiles. Mais c'était bien de parler avec vous. Merci.